Lady vous écoute aujourd'hui, vous retrouve avec un sujet certainement qui vous préoccupe puisque vous suivez l'actualité. Nous l'avons intitulé La Libye aujourd'hui. Qu'y a-t-il encore à dire? Il y a des choses à dire et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau deux personnes qui connaissent le sujet. Vous l'allez découvrir tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Hélène Bravin. Merci. Vous êtes journaliste, spécialiste du Maghreb, auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Kadhafi, vie et mort d'un dictateur ». Mais vous êtes aussi, madame, chercheur associée à l'Institut Prospective Sécurité en Europe. Me suis-je trompée? Non. Et puis, vous serez présente, ou alors au moment où cette émission est diffusée, la conférence a déjà eu lieu le 9 octobre à l'Assemblée nationale autour de la Libye. Et je voudrais vous remercier pour votre présence avec nous sur le plateau. Docteur Brice Arsène-Mancou, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, monsieur, président du Conseil scientifique chargé des relations internationales de l'Institut Mandela. Tout à fait. Mais vous êtes aussi chercheur associé au Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique qu'on appelle le CLERC. Merci à vous d'être présent. Je voudrais d'entrée de jeu remercier pour la mise en relation le docteur Paul Kananoura, qui n'est pas avec nous mais que l'on peut voir en photo, qui est président de l'Association des stagiaires et étudiants étrangers de France. Donc, avec un slogan « Ensemble, inventons l'Afrique de demain ». Voilà donc, merci d'être présent encore une fois. La Libye aujourd'hui, qu'auriez-vous à faire comprendre à nos téléspectateurs qui souvent, je vous le disais, ne sont pas forcément au fait de la question. Chacun a sa petite idée de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe désormais? Tout le monde a dû arrêter le film. Ah, Kadhafi est mort. Voilà, après la mort de Kadhafi, la Libye est tombée dans une anarchie et un chaos invraisemblable. Sur le terrain, on peut dire que la Libye est coupée quasiment aussi de cette région militaire. Actuellement, depuis la mort de Kadhafi, il y a eu une répartition territoriale qui a été effectuée par des milices dont on verra la composition et leur objectif avec vous plus tard. Et particulièrement aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a deux feux. Il y a un feu à l'est, avec le général Haftar, qui tente de combattre les djihadistes. Et on a un autre feu à l'ouest, qui a été mené au départ par les milices de Zintan contre les milices de Misrata, et les milices de Zintan ont été bootées hors de Tripoli il y a quelque temps. Et aujourd'hui, c'est la tribu des Warshefala, qui est située au sud de Tripoli, qui a pris la relève des milices de Zintan, qui sont retournées dans leur ville en préparation d'un nouvel assaut sur Tripoli. Donc on verra avec quels moyens et comment ces milices veulent reprendre d'assaut Tripoli, mais en tous les cas, on vit dans une situation quasiment chaotique et militaire. Bon, les Libyens sont quasiment tous armés à différents degrés. On sait que les milices de Misrata sont les milices les mieux armées. Elles possèdent des équipements lourds qui font beaucoup de dégâts. Les combats d'ailleurs à Tripoli autour de l'aéroport ont quasiment paralysé l'aéroport. Il y a certains avions qui ont pris feu, la tour de contrôle a été quasiment détruite. Enfin, c'est vraiment des combats très très sérieux. Et aujourd'hui, aucune personnalité politique n'a le pouvoir de faire régner le calme. Voilà. Par ailleurs, on a aussi une situation politique institutionnelle assez inédite. En juin 2014, cette année, le 25 juin, un nouveau Parlement a été élu et qui s'est installé à Tobrouk, pour des raisons de sécurité. Or, depuis, quasiment quelques jours après son élection, sa prise de fonction, son installation à Tobrouk, un autre gouvernement, l'ancien gouvernement a été réactivé et un nouveau gouvernement a été nommé. Donc aujourd'hui, on a un Parlement et un gouvernement
à Tobrouk et un autre à Tripoli. Voilà, donc on a... bon, on parlera de la... Deux sons de cloche. Voilà, mais on parlera de la viabilité de ces institutions. Alors, justement, lors de cette conférence, le 9 octobre, à l'Assemblée nationale, organisée par l'Institut Mandela, l'Institut Afrique Monde et Afrique en perspective, il y a quand même la présence du président du Parlement libyen, le chef de l'État par intérim, Monsieur Aguila Salah Issa. Alors, duquel des deux s'agit-il, justement? Justement, cette conférence que nous organisons, enfin, donc nous sommes co-organisateurs au niveau de l'Institut Mandela, permet justement aux uns et aux autres de pouvoir justement s'intéresser à la question de la Libye, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette situation chaotique où on a d'un côté des gens super armés, de l'autre, des gens qui, à l'issue des élections législatives qui ont eu lieu dans ce pays, ont pu avoir une certaine légitimité, mais qui est aussi une légitimité assise quand même sur un certain nombre de questions qui posent progressivement la question de la paix. La question de la paix dans un pays comme celui de la Libye, on le sait très bien, que ça pose là deux petites questions. Première question, à l'issue justement de l'intervention militaire qui a valu effectivement la mort à Muammar Kadhafi, où en sommes-nous par rapport à la question de cette paix? Est-ce que cette mort a pu effectivement pacifier le pays? Eh bien la réponse est non. Nous organisons cette conférence dans la perspective justement d'interroger toutes les pistes de solutions qui puissent ramener dans ce pays la paix véritable. Or, cette paix véritable passe par le désarmement. Et Madame a su bien le dire, le désarmement, c'est des deux côtés, effectivement. Et donc, cette conférence que nous organisons à l'Assemblée nationale, c'est pour permettre justement aux acteurs de pouvoir reprendre l'angle avec le peuple, reprendre justement tous les atouts qu'a ce pays, finalement, à pouvoir mettre tous les dirigeants autour d'une table et aller vers la paix. Et donc, nous, au sein de l'Institut Mandela, nous avons un certain nombre d'experts qui sont aguerris sur les questions de sécurité et de paix, qui sont donc les personnes ressources qui pourraient être mobilisées, qui pourraient être mises à contribution pour aider la Libye à sortir de ce véritable chaos dont parlait Madame tout à l'heure. Alors, l'heure où nous diffusons, Madame, Monsieur, cette conférence a donc déjà eu lieu. Néanmoins, il y a des éléments qu'on mérite de faire comprendre à ceux qui nous regardent, car je le disais au début de cette émission, chacun a sa petite idée de ce qui se passe, de ce chaos. On va revenir déjà sur votre ouvrage, voilà, Kadhafi, mort d'un dictateur. J'ai envie de vous dire, pourquoi l'avez-vous écrit? Écoutez, parce que c'était un personnage qui était complexe. Et j'ai cherché à comprendre son évolution, ce qu'il avait fait pendant toutes ces années de règne. Et on s'aperçoit que de décennie en décennie, c'est quelqu'un qui évolue. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des phases quand même... bon, il y a l'arrivée, le coup d'État en 69, qui n'a pas du tout été sanglant. Ensuite, il y a les réformes qu'il entreprend et sa tyrannie. Il y a une période assez dure de Kadhafi où il veut absolument imposer une doctrine. Son livre vert, il veut absolument imposer une nation arabe, et il fait la chasse à des opposants. Alors, ce n'est pas un sanguinaire comme on l'a dit, comme on l'a dit. Bon, il avait des cibles excessivement précises, c'est-à-dire il s'en prenait par exemple aux marxistes, il s'en prenait aux frères musulmans, aux communistes, aux intellectuels qui n'étaient pas d'accord avec lui, les universitaires. Bon, qui portaient la pensée occidentale ou à l'échelle locale seulement, dans ce qu'il portait, ce qu'il véhiculait comme message? C'est-à-dire que lui avait une conception, il n'avait pas de conception occidentale du pouvoir, ni de l'Est ni de l'Ouest. Bon, c'est quelqu'un qui se voulait indépendant politiquement, et il a mis en place ce qu'on appelle une démocratie populaire, qui est assez particulière en Libye. Il a tenté de donner le pouvoir au peuple,
à travers une doctrine, le petit livre vert. Bon, alors, quoi qu'on puisse dire de cette doctrine, bon, il faut savoir que quand Kadhafi est arrivé au pouvoir, bon, en 69, il y avait une majorité d'analphabètes et des lettrés en Libye. Donc le livre vert est quelque chose, enfin c'est quasiment enfantin quand on le lit. Il donne les préceptes d'une conduite dans une société, ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, etc. Il donne aussi un archétype de l'organisation économique et sociale de la société libyenne. Alors le problème, c'est la façon dont il a voulu l'imposer. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire avant d'aller de l'avant, justement, assez tyrannique personnage perçu en Afrique subsaharienne aussi autrement que tel qu'il est vu en Occident. Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec la présentation de Madame du personnage? Dans la présentation que fait Madame du personnage Muammar Kadhafi, on pourrait revenir sur deux aspects. L'aspect de l'enracinement de la démocratie, cette démocratie qu'il a voulu à travers effectivement le livre vert. Sauf que bon, dans cette vision, on pourrait effectivement déplorer la manière, et Madame l'a bien relevé, la manière de l'imposer au peuple libyen, puisque la démocratie ne s'impose pas. La démocratie est une notion effectivement que l'on propose à un certain nombre de peuples. Et donc, dans la manière d'agir du personnage Muammar Kadhafi, il y a eu certainement des erreurs, mais nonobstant ces erreurs, nous avons devant là un personnage qui avait une vision. Que cette vision soit partagée par l'Occident ou pas, on retient qu'il y avait une vision, il y avait un fil conducteur qui pouvait amener le peuple libyen à aller vers le bonheur. Ça, qu'on le partage ou pas. Qu'on le partage ou pas, mais cela a changé le cours de l'histoire, le fait qu'on le partage ou qu'on ne le partage pas. Je pourrais par exemple citer l'idée de l'Union africaine qu'avait développée effectivement Muammar Kadhafi. C'est une idée effectivement qui fait du chemin aujourd'hui, puisque l'Afrique aujourd'hui est à la croisée des chemins, avec des taux de croissance que nous affichons bien plus supérieurs à l'Europe. Nous avons donc un mot à dire dans le concert de la mondialisation. Nous avons notre mot à dire aussi dans la manière dont nous allons faire société ensemble. Mais le tout n'est pas de dire un mot, encore faut-il que le mot dit soit entendu. Absolument, mais justement, il y a d'un côté ceux qui aiment bien entendre un son de cloche, et ceux qui, effectivement, sont là pour la mise en œuvre de ce son de cloche. Et Muammar Kadhafi avait un certain nombre de travers, certes, et Madame l'a décrit, mais il y avait une vision. Cette vision, qu'on la partage ou non, c'était effectivement d'amener son peuple vers, et au-delà de son peuple, c'est vraiment l'unité africaine que l'on pourrait retenir au-delà de la dictature. Alors justement, est-ce que le peuple, est-ce que l'Afrique ou les Africains aujourd'hui le regrettent quelle est leur posture maintenant que l'histoire est derrière, la sienne tout au moins? Aujourd'hui, l'Afrique aurait besoin d'avoir aussi des voix de ce type-là. Pourquoi? Parce que nous avons aussi à enraciner la démocratie à l'africaine. Cette démocratie à l'africaine pourrait effectivement être le socle de ce que nous laisse un autre leader qu'on appelle Nelson Mandela, mort le 5 décembre, qui lui a procédé à l'alternative sans heurte, mais qui effectivement a amené son peuple vers le bonheur. Et c'est cette vision-là que nous partageons au sein de l'Institut Mandela. Alors, ce qui est assez dommage, c'est que les dernières années de Kadhafi, il s'était plié aux consignes de l'Occident. Hein, il était complètement même à genoux à partir la période de l'embargo a eu un impact, mais vraiment désastreux pour lui. Donc il se relève petit à petit de cet impact et on lui demande de libéraliser. Hein, en 2003. A-t-il toujours les moyens de sa politique à ce moment-là, d'ailleurs? Écoutez, oui, financier, oui. Encore plus qu'auparavant. Mais cela ne suffit pas pour tenir tête. Mais alors, le problème, c'est le problème de ces sociétés qui, pendant des années, le régime de Kadhafi était tyrannique pendant un certain temps.
Et puis ensuite, les dernières années, bon, il a tenté de réformer, mais alors très difficilement. Je veux dire, bon, et là, il était confronté à sa société. Et la question étant, est-ce qu'il était bien accepté par les Libyens ou est-ce qu'il était vraiment controversé localement? À partir de, oui, enfin, à la fin de l'embargo, en 2003, enfin 2004, quand il y a eu la levée définitive des sanctions, bon, les Libyens avaient retrouvé un leader et il n'y a pas eu de phase de contestation. D'ailleurs, certains opposants revenaient en Libye à partir de 2007. Hein. Ils revenaient en Libye. On prend le cas par exemple de Mahmoud Djibril, hein, qui était en exil pendant des années et à qui on a demandé de revenir et qui est devenu ministre sous Kadhafi. Mais le problème, c'est que Kadhafi a été confronté à ses erreurs du passé. À partir de 2003, on lui demande de libéraliser, mais c'est un peu trop tard. C'est-à-dire que la Libye a vécu sous le joug du socialisme, de l'autogestion. Et Kadhafi, enfin les entreprises nationales qui ont été créées en Libye sont devenues au fil des années de véritables gouffres financiers. Donc le problème, c'était de donner une rentabilité à ces entreprises. Et donc là, bon, c'est un système, enfin c'est une voie qui était difficile. Et par ailleurs, il est confronté, je veux dire, à une administration tentaculaire, parce que la majorité de la population active libyenne travaille dans les administrations. Et troisièmement, il était confronté aussi à du chômage. Le chômage sous Kadhafi était important. Les secteurs d'activité véritablement rentables étaient relativement réduits. Bon, c'est l'énergie. Et il fallait aussi qu'il donne une impulsion, je veux dire qu'il commence à libéraliser, à faire sauter les verrous justement de cette économie d'autogestion par une libéralisation économique qui allait permettre aux Libyens de retrouver une initiative personnelle, individuelle, économique. Et donc, je pense que c'est venu un peu trop tard et le système a fini quasiment par imploser, quoi. Si on parle de la Libye aujourd'hui, hein, c'est l'intitulé de notre émission, c'est parce qu'il y a une actualité. Hein, je voudrais là donner l'intitulé de la conférence du 9 octobre, point de jonction des califats du monde à la porte de l'Europe et de l'Afrique. Alors, la conférence est passée aujourd'hui, mais que peut-on dire néanmoins à ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence ? À ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence, on pourrait être amené à se dire deux choses. Première chose, effectivement, c'est de se dire qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà de toute l'actualité libyenne sur laquelle on pourrait focaliser notre attention, il y a la question de la désespérance de tout un peuple. Cette désespérance de tout un peuple passe aussi par des mécanismes de gestion de la question sécuritaire. Vous parlez du peuple libyen, oui. Du peuple libyen. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui s'est passé, et dans ce que venait de dire Madame, on pourrait presque intituler l'intervention de Madame Kadhafi l'incompris. Kadhafi l'incompris, pourquoi ? Parce que on nous a présenté ici en Occident le printemps arabe comme étant une sorte de panacée qui pourrait résoudre toutes les questions de la démocratie. Or, tout le monde s'est jeté à l'eau en chassant effectivement un certain nombre de dictateurs, mais aujourd'hui, nous récupérons des sociétés islamisées. Et ces sociétés islamisées sont-elles confrontées à la question du djihadisme et qui jettent un désordre au Maghreb, qui jettent un désordre aussi en Afrique, dans les pays comme le Nigeria, comme le Cameroun, avec la secte Boko Haram. On a applaudi des deux mains que c'était le vent de la démocratie. Mais cette démocratie-là, est-ce qu'elles sont racinées véritablement vers les idéaux auxquels aspiraient un certain nombre de peuples ? La réponse est non. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, Kadhafi avait fait son temps. 42 ans de pouvoir, il était usé par le pouvoir. À la fin, c'est vrai que des petites réformes commençaient à être introduites. À la fin, des petites réformes économiques commençaient à être introduites, mais difficilement. Je pense que la Libye avait besoin d'un renouveau.
Ça, c'est évident. Il fallait un autre personnel politique. Là, qu'on trouvait, la Libye l'a-t-elle Alors, désormais? non. Mais alors, le problème par rapport à l'intervention des Occidentaux, puisqu'on en a parlé, c'est qu'il fallait peut-être regarder les éléments nocifs qui existaient déjà dans la société libyenne, sous Kadhafi. C'est-à-dire que, par exemple, les milices... Mais n'est-ce pas un regard subjectif, justement, qui en atteste? Parce que quand on dit le dictateur, lui, mais d'autres aussi, on constate ce que l'on constate, mais on occulte, quelque part, ce qui produit que. Il y a quand même des rapports Nord-Sud qui sont là, dont on ne peut pas faire l'économie et ne pas prendre en compte lorsqu'on décrète, lorsqu'on constate qu'un tel est dictateur, un tel autre dictateur depuis beaucoup trop longtemps. Mais il y a une réalité historique qui est là. Alors, tout dépend cette réalité historique. Bon, c'est vrai que dans les pays, dans certains pays, il existe effectivement des dictateurs. Bon, après, pourquoi sont-ils là? C'est une question qui mérite d'être posée. Bien sûr, pourquoi sont-ils arrivés? Comment réussissent-ils à rester aussi longtemps? Pourquoi réussissent-ils à rester aussi longtemps? Bon, il faut savoir qu'un dictateur ne règne pas tout seul. Bon, il y a tout un système derrière lui. Il y a des connexions financières. Il y a... bon, alors, je veux dire, c'est compliqué. Je veux dire, connexions financières, des connexions financières, ils les appuient de l'extérieur. Et quand les choses ne vont plus, quand la relation n'est plus tout à fait fluide, on en a parfois... Oui, bon, si on pense effectivement à certaines connexions entre l'Occident et les pays africains, certains dictateurs, bon, on les connaît, enfin, on les a dénoncés. Bon, alors, s'agissant de Kadhafi, le problème, c'est de savoir comment les islamistes ont introduit la société libyenne et ce qu'ils sont devenus sous Kadhafi, comment Kadhafi les a pourchassés et aujourd'hui, est-ce qu'on doit les pourchasser? Je veux dire, puisque c'est... Alors, doit-on les pourchasser? Ben justement, la question est bien posée par rapport justement à la question de la démocratie. Comment est-ce que nous percevons de la démocratie selon qu'on soit en Occident et selon qu'on soit en Afrique? Qui justement décrète, le permis de la démocratie à tel ou tel personnage politique? Qui justement décrète que tel personnage politique est dictateur et tel autre personnage politique ne l'est pas? Mais cela ne se jauge-t-il pas à l'aune des vies humaines? Une vie est une vie où que l'on soit, de toute façon. Donc si la vie est en péril, en danger, n'est-ce pas un indicateur qui dépasse les frontières? Oui, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que pour le cas justement de Muammar Kadhafi, la notion de dictateur qu'on l'a collée, c'est une notion vraiment bien partagée dans l'Occident. On ne peut pas dire de l'Occident, effectivement, que le discours a toujours été clair. Le discours doit sortir un peu de cette hypocrisie qui consiste à considérer certains dirigeants le matin comme dictateurs et le soir démocrates. Pourquoi? Parce que ça arrange bien les puissances occidentales. Il faudrait progressivement qu'on sorte de ce discours-là, que ce soit un discours clair. Mais indépendamment de ce constat-là, est-ce qu'à l'échelle locale, ces dictateurs ne sont-ils pas perçus comme étant des dictateurs? Est-ce que la population a besoin d'avoir le son de cloche venu d'ailleurs pour en attester? Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'avoir un certain nombre d'institutions qui puissent nous rappeler que la gouvernance est au cœur et que les questions de santé, les questions d'éducation peuvent effectivement être assurées par un certain nombre de présidents-là. Or, quand on regarde l'histoire de l'Afrique, on a des présidents qui assurent effectivement ce bien-être. Est-ce que pour autant, on va leur coller... J'ai failli vous en demander la liste. Voilà. Sinon, je ne voudrais vous fâcher avec aucun gouvernement. Non, pas du tout. Voilà. Est-ce que pour autant, on va accoler au fait que ce dirigeant aide son peuple à s'émanciper, on va accoler à ce dirigeant-là l'étiquette de dictateur parce qu'il y a une certaine longévité au pouvoir? Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'exercice du pouvoir tel qu'il est exercé en Afrique, que cherche le peuple? Le peuple cherche à s'émanciper à travers le pain, à travers l'éducation, à travers la santé, à travers un certain nombre d'infrastructures. Or, il y a des chefs d'État qui le font. Est-ce que pour autant sont-ils dictateurs? Fussent-ils au pouvoir depuis des années?
Alors, C'est là cette notion qu'il faudrait qu'on nous y précise. sommes, qu'est-ce que c'est qu'un dictateur, hein? Voilà. C'est quand même l'intitulé de votre ouvrage. Qu'est-ce que c'est qu'un dictateur? Qu'on s'accorde peut-être sur le sens que chacun veut bien mettre dedans. Un dictateur, c'est quelqu'un qui prive son peuple de certaines libertés fondamentales, qui sont la liberté d'expression, la liberté de se déplacer, de voyager, la liberté d'apprendre ce que l'on veut à l'université, et pas seulement de se fier à une pensée unique qui est imposée. C'est beaucoup de choses. Donc, il y a eu une période où Kadhafi a imposé une théorie. C'est la théorie du livre vert. Bon, les Libyens l'apprenaient par cœur quand ils entraient à l'école et devaient se conformer à cela. Bon, après, il y a eu des évolutions, je veux dire, dans le régime de Kadhafi. Il a été tyran pendant des années. Il a emprisonné des opposants qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, on n'emprisonne pas, je suis désolée, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vos opinions. Bon, après, il y a eu différentes années de Kadhafi où il a changé. À un moment donné, bon, il s'en prenait à l'opposition traditionnelle, même aux hommes d'affaires qui prenaient un peu trop d'argent dans leur mallette. Ensuite, l'opposition a changé, c'est-à-dire qu'il s'est focalisé sur les islamistes. Et les islamistes radicaux qui contestaient son pouvoir avec les armes. Hein. Il y a eu des combats quand même dans les montagnes de Djebel Nefoussa à une époque les islamistes ont été combattus par Kadhafi. Hein. Le général Younes qui a été assassiné par les djihadistes après la révolution est un exemple. Bon, il a fait des islamistes des cibles privilégiées. Et moi, je souhaiterais rappeler un incident qui a eu lieu en 1996 et qui a été quand même à la base de la révolution de février 2011. En 1996, il y a eu à Abu Salim un massacre des prisonniers. Alors, on ne connaît ni le nom. Moi, j'ai étudié vraiment tous les rapports des droits de l'homme sur cet événement majeur en Libye. On ne connaît pas le nombre de prisonniers qu'il y avait dans cette prison. Ce que l'on sait, c'est que cette prison, à l'époque, renfermait un certain nombre, majoritairement d'islamistes et de djihadistes. C'était en 1996. Hein. Et en 1995, Moammar Kadhafi avait lancé déjà un mandat d'arrêt international contre Ben Laden. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Il était le premier à lancer cet appel international. Alors, il y a eu un massacre dans cette prison. Et on retrouve les familles de ces prisonniers qui ont été tués, parce qu'ils contestaient les conditions d'hygiène de cette prison. On retrouve les familles devant la prison de Benghazi et qui demandent à nouveau une enquête sur ce qui s'est passé en 1996. Donc le problème islamiste qui aujourd'hui se pose actuellement en Libye existait déjà sous Kadhafi. Alors, quand on parlait justement des éléments nocifs, alors après, bon, la nocivité ces éléments existaient sous Kadhafi et Kadhafi avait du mal à les gérer. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il n'était pas écouté de tous sur ce point-là, ou est-ce qu'on l'a découvert bien après? Alors justement, quelle résonance y a-t-il aujourd'hui, disons la Libye aujourd'hui, quelle résonance y a-t-il aujourd'hui? Vous l'avez dit, islamistes, djihadistes, voilà des mots qui font beaucoup de bruit dans l'actualité, mais chacun voudrait savoir à quoi cela se rapporte à sa réalité sur le continent notamment. Bon, sur le continent, déjà, par rapport à l'islamisme, c'est tout ce qui est radicalisation, effectivement, de l'islam, avec un certain nombre de fondamentalistes, un certain nombre de gens qui ont radicalisé l'islam, en prenant l'islam en otage, puisque quand on pousse un peu au bout le raisonnement,
on se rend bien compte que l'islam, en tant que tel, ne pose pas de problème. C'est justement ceux qui se servent de cette religion pour pouvoir se radicaliser qui posent des problèmes. Et on l'a vu également sur la Libye, mais on le voit également sur tous les autres pays du Maghreb. Quand on revient sur les djihadistes, c'est bien tous ces fondamentalistes qui, eux, sèment la terreur et la désolation à travers un certain nombre de sectes. Et la secte qui sévit en ce moment, Boko Haram, entre le Nigeria et le Cameroun, en est l'illustration parfaite que le djihadisme, progressivement, est en train d'étendre ses tentacules vers l'Afrique noire. Et cette question du printemps arabe, qu'on a voulu présenter comme étant la panacée, qu'on a voulu présenter comme étant une sorte de démocratie qu'on donnait justement au peuple maghrébin, eh bien ça se retourne contre nous puisque nous n'avons résolu aucun problème. Et j'allais même dire à madame, mais pourquoi avoir effectivement tué Muammar Kadhafi alors qu'au nom des droits de l'homme, on pouvait effectivement faire que Muammar Kadhafi puisse comparaître à la Cour pénale internationale, comme on l'a fait avec les autres dictateurs, ce qui permettrait en ce moment-là la manifestation de la vérité et que toutes les autres familles qui ont subi un certain nombre d'exactions pourraient effectivement rester en justice et avoir un dossier assez étoffé. Mais pourquoi l'avoir tué? Eh bien, cette question est une question fondamentale sur laquelle on pourrait bien se dire que est-ce que Muammar Kadhafi a été véritablement compris par rapport à tout ce N'était-ce pas un avant-gardiste par rapport à que personne n'a compris. Avez-vous hésité entre, pour le titre de votre ouvrage, Kadhafi, mort d'un dictateur, avez-vous hésité entre mort et assassinat? Non, alors ça, j'ai pas hésité là-dessus, mais j'ai surtout hésité sur le terme de dictateur, parce que moi, je l'ai perçu en écrivant ce livre comme un chef tribal autoritaire et tyrannique. Un chef tribal tyrannique et autoritaire. Parce que la notion, même de dictateur, dans certains pays, n'existe pas. Moi, j'ai posé la question à beaucoup de Libyens. Ils disaient, mais pourquoi on l'appelle dictateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et eux le percevaient plus comme un chef tribal. Quelle est la nuance, finalement? Je veux dire, nous, on l'appelle, c'est une notion occidentale qui revêt force le trait, non? qui revêt beaucoup de choses. Mais Kadhafi est avant tout chef tribal. Voilà, c'est ça c'est un chef tribal, alors autoritaire, dictateur. On peut rajouter dictateur après, puisque je veux dire, en Occident, on comprend ce terme dictateur. Mais chef tribal, c'est ce qui le qualifierait en premier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a voulu transcender les tribus. Qui existait même sous le roi Idriss, et qui, en voulant imposer, je veux dire, un système politique, il faut quand même lui reconnaître d'avoir introduit quand même un système politique en Libye, qui avait été refusé déjà par les tribus sous Idriss Ier. Les Italiens avaient tenté d'imposer un statuto en Libye, c'est-à-dire une république dans certaines régions de Libye. Ça n'avait pas marché. Ce système-là avait été contesté, et le roi Idriss avait même été... c'est lui qui a quand même aboli les partis politiques. Mais je veux dire, le Kadhafi a essayé de transcender les tribus en mettant en place un système de démocratie politique, en associant justement les Libyens qui étaient à l'époque analphabètes, illettrés, etc., à une participation politique. Mais ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir fait évoluer son système. Alors, son fils, je veux dire, Saif al-Islam, a voulu, à un moment donné, introduire des éléments de démocratie. Il a, par exemple, voulu modifier la Constitution et dans un sens plus anglo-saxon. Donc, il a demandé à certains professeurs de rédiger une Constitution qui ressemblerait plus à un système à l'américaine qu'autre chose. Et son père a refusé. Les tribus ne voulaient pas d'un tel système. Il faut une génération, tout simplement, peut-être. Il y avait encore une génération de tribus, de chefs Les Libyens n'étaient donc pas prêts à ce modèle de démocratie à l'occidental, en quelque sorte. Je pense qu'il aurait fallu, il aurait fallu introduire petit à petit des éléments de démocratie pour
arrivé. Par exemple, Saif el-Islam voulait mettre en place des embryons de partis politiques en Libye. Je pense que c'était possible, mais ça, Alors, Kadhafi pardonnez-moi, aurait dû mener cette bataille contre les chefs tribaux et contre les personnages de son système. Sur ces points-là, Brice Morceau. Sur ce point précis, effectivement, Madame le dit, la démocratie ne s'impose pas à un peuple. La démocratie, notamment parlant des peuples du sud du Sahara jusqu'en Afrique du Sud, nous avons toujours été des démocrates. Pourquoi? Parce que nous sommes issus des sociétés plurales. Étant issus des sociétés plurales, la diversité d'opinions, comme la diversité linguistique ou la diversité ethnique, fait partie de nos gènes, de notre ADN en tant qu'Africains. Et ce que je voudrais dire à Madame à contrario, c'est de dire, je sors de Yaoundé, où nous avons tenu un colloque avec l'école citoyenne et politique sur les sociétés dites plurales. Eh bien, ces sociétés dites plurales sont des sociétés dynamiques qui, justement, expérimentent la démocratie au sein d'un certain nombre de tribus. Le chef a la parole, mais le chef a aussi la notion d'écoute vis-à-vis d'un certain nombre de ceux qui constituent sa cour. Mais le chef n'a pas droit de vie et de mort, sur tous ces sujets. Certes, le chef a la notion de partage. Alors, quand on fait remonter ça à la notion de la démocratie, à l'enracinement de la démocratie à l'africaine, eh bien, on peut se dire que, finalement, vouloir tout modéliser, vouloir tout uniformiser, vouloir tout importer, vouloir tout universaliser, importer cette démocratie à l'occidental dans nos pays, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que cette démocratie qu'on importe de l'Occident ne tient pas compte de la pluralité, de la diversité de nos ethnies. Et c'est là où le bas blesse. Alors pourquoi on ne reste pas sur le personnage Kadhafi, si vous le voulez bien, parce que la question, c'est la Libye aujourd'hui, mais à l'aune de l'actualité. Je posais la question déjà, comment est-ce que chacun va prendre à son compte tout ce que vous avez dit, en entendant plus, en apprenant plus sur le personnage, sur ces modèles de démocratie contestés ou pas. Voilà une réalité qui pointe son nez et qui frappe à la porte du monde entier. Ce que je voulais ajouter, c'est que la démocratie s'apprend. Bon, elle ne s'impose pas, certes, mais elle s'apprend. La question était quelle démocratie, quel schéma de démocratie? Le problème de la démocratie est un véritable problème. Parce qu'effectivement, pourquoi les pays occidentaux sont aussi fiers de leur démocratie? Pourquoi les pays occidentaux cherchent à exporter leur modèle? C'est que nous avons découvert, et je pense que beaucoup de pays sont d'accord avec ça, beaucoup de gouvernants, c'est que le système tribal, malheureusement, engendre des inégalités assez importantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne parle pas en tant que... je veux dire, nos démocraties se font fort de vouloir tendre vers une égalité. Voilà. C'est-à-dire une reconnaissance de l'égalité de l'individu avec des droits sociaux, des droits du travail. Certes, mais alors il y a une contextualisation tout de même et des réalités. Monsieur évoquait des réalités Le système tribal, malheureusement, engendre des inégalités à travers justement une représentativité tribale. N'est-ce pas une perception subjective? Une perception subjective et même une mauvaise lecture quelquefois de ce qu'on entend par la tribalité ou ce qu'on peut entendre par les tribus. Les tribus constituent effectivement des identités culturelles fortes sur lesquelles l'Afrique est fondée. Aujourd'hui, ces identités nous permettent de transcender, je dis bien, la notion d'intérêt égoïste pour aller vers les nations. Savez-vous, madame, qu'en Afrique, nous avions eu à régler un certain nombre de conflits grâce justement à la tribu. Il y a eu des tribus en Afrique où il est interdit de verser le sang. Il y a des tribus en Afrique où l'on apprend justement un certain nombre de rites de vie en société dès le bas âge. Il y a des tribus en Afrique aussi où on apprend à vivre ensemble au-delà des diversités. Et cette diversité-là constitue un moteur important. Mais comment expliquez-vous que ce schéma-là, ma foi, ne puisse pas tenir face à ce qui vient de l'extérieur? Parce qu'effectivement, on a envie tout de suite que l'Afrique
aille. Mais alors, quand je dis l'expression tout de suite, que l'Afrique aille tout de suite dans la démocratie, mais la démocratie occidentale. Combien d'années avons-nous mis en Occident pour faire la démocratie aux États-Unis, etc. Mais nous avons à tenir compte de la temporalité. L'Afrique est en train progressivement d'amener la démocratie en s'interrogeant déjà sur son identité. Alors, et voilà, en attendant que les réponses se fusent, donc on s'interroge dessus solennellement, il y a une réalité, encore une fois. Alors justement, alors sur ce djihadisme tout de même qui est là et qui n'attend pas, qui ne prend pas en compte le temps de réflexion des uns et des autres. Ce qui est problématique, c'est qu'effectivement, par rapport à ces inégalités économiques, sociales qui sont engendrées par et entretenues tout de même, ne faut-il pas le dire, par un système tribal qui n'a pas évolué. Qui n'a pas évolué. Inégalité entretenue dans le rapport Nord-Sud, ne faut-il pas le relever? Je ne m'engagerai pas dans cette voie, mais je veux dire, au niveau interne, ces systèmes-là n'ont pas évolué. Alors, que font les islamistes? Que font les islamistes? Ils se disent, nous, on ne veut pas de démocratie à l'occidental et nous ne voulons pas rester dans un système clanique, tribal, qui est incompatible avec l'Oumma. Avec l'islam. Donc, ils cherchent une troisième voie qui est celle de Dieu. Voilà, c'est-à-dire... Celle de Dieu, puisque monsieur le disait tout à l'heure, et vous aussi, que ce sont des prétextes, ce ne sont pas véritablement des islamistes, ce sont des djihadistes, ils ont d'autres raisons et utilisent l'islam comme un prétexte. Effectivement, ils utilisent la religion, alors là, il y a des lectures différentes. Les islamistes qui appliquent d'une façon littérale le Coran sont des islamistes qui ne vont pas vers une modernité, vers une évolution des mœurs, au contraire, ils sont, ce qu'on a pu constater en tous les cas, vont dans un sens rétrograde, qui ne fait pas du tout de bien pour le développement individuel de l'homme. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue parce que c'est effectivement des attitudes rétrogrades, effectivement, qui ne favorisent pas le développement. Mais nous avons aussi là un terreau important face à la question de la pauvreté, face à la question justement de la vie des habitants en Afrique. Or, cette question de la vie des habitants en Afrique, il y a des enjeux aussi géostratégiques et géopolitiques qui ne vont pas échapper, notamment avec un certain nombre de multinationales. Mais la question que je posais tout à l'heure, pauvreté entretenue, donc quand on parle de la durée des dictateurs, ils ne peuvent se maintenir aussi longtemps parce qu'il y a de l'extérieur... Un système mondial qui les protège. Et vous étiez mitigé là-dessus, je m'en étonnais. Voilà. Un système mondial qui les protège. Et ces dictateurs-là trouvent effectivement, dictateurs en guillemets, trouvent effectivement là des résonances ici aussi en Occident. Pourquoi? Parce que il y a la question des intérêts économiques, il y a la question des... Voilà. Je pourrais par exemple prendre la question de la Libye. Comme par hasard, il y a à côté de la Libye, à côté du Mali, pardon, le Niger avec Arriva. On pourrait reprendre la question du Nigeria. Comme par hasard, il y a le pétrole, etc. On pourrait reprendre un certain nombre de pays comme ça, comme la RDC, il y a le cuivre, il y a... Voilà. Alors, toutes ces richesses-là du sous-sol africain sont des richesses qui appartiennent avant tout aux Africains. Mais sauf que beaucoup d'Africains ne peuvent pas en user et en abuser à cause, effectivement, des intérêts. Vous savez, dans la plupart des pays pétroliers, les contrats pétroliers ont été revus à l'avantage des pays. Véritablement. Oui. Même Kadhafi, en 2010, il avait revu la majorité des contrats qui avaient été signés. Mais alors pourquoi ça cloche? Si les contrats étaient revus et que les pays trouvent leur compte, ce sont les populations peut-être qui ne trouvent pas leur compte dans la révision de ces contrats? Comment expliquer que ça coince quand même si... Après, il y a un problème de distribution. Il y a un problème de distribution. Que font les États avec cet argent? Ça, c'est une autre question. Ne sont-ils pas tenus de reverser parce qu'il y a quand même un jeu. On accorde un marché, on fait une affaire, on fait une négociation, mais on est tenu de rétrocéder une large partie de cela à celui qui a favorisé la mise en place des choses. Je veux dire, la redistribution est la clé, je veux dire, du développement des économies. Si effectivement les dirigeants
monopolisent à travers des sociétés écrans, enfin investissent à l'étranger ce qu'ils peuvent, ce qu'ils auraient dû investir dans leur propre pays, ça pose un véritable problème. Bon, les comptes de certains dirigeants sont quand même suffisamment garnis et on sait que ça vient des opérations pétrolières, hein, ça c'est clair. Heureusement qu'il y a des initiatives comme l'initiative lancée par Tony Blair, Publiez ce que vous payez, qui permet à la société civile de pouvoir effectivement exercer un rôle de contrôle et donc au peuple d'être informé sur les transactions financières qui peuvent se faire sur la richesse nationale. Mais au-delà de tout ça se pose quand même la question de la souveraineté d'un certain nombre d'États, souveraineté de nos pays africains, souveraineté politique, on les a acquises autour des années 60, mais la souveraineté aussi économique, parce que cette souveraineté économique passe toujours par l'Occident, puisque pour faire des transactions financières économiques, l'Occident a quand même aussi son mot à dire. Moi, je voudrais revenir sur la Libye, parce que la Libye est quand même assez particulier. Et est-ce le miroir aujourd'hui des autres pays? Parce que quand on dit la Libye aujourd'hui, c'était aussi pour que dans la sous-région, dans les pays du Maghreb, mais en Afrique subsaharienne, que chaque pays peut-être prenne finalement leçon, c'est trop dire, mais voilà venir la trame de ce qui pourrait arriver. Alors déjà, il faut savoir que Kadhafi redistribuait. Bon, les Libyens sont quasiment tous propriétaires de leur logement. Les frais de santé étaient pris en charge, hein, il faut le dire, d'éducation aussi. Bon, alors était-ce suffisant? Ça, c'est la grosse question. Je pense que vers la fin, il y avait effectivement des décalages, des grosses inégalités entre les Libyens. Comment vivent-ils cela aujourd'hui, ceux qui n'ont peut-être pas reçu leur part du gâteau? Est-ce qu'ils ont des regrets? Est-ce que c'était le bon vieux temps du temps de Kadhafi? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui? Du point de vue sécuritaire, effectivement, tout le monde regrette, les Libyens ne le disent pas ouvertement officiellement, mais ils regrettent Kadhafi, ça c'est clair. Bon, sur le plan économique, effectivement, je pense qu'il y avait des aménagements à faire dans cette société et je pense que malheureusement, Kadhafi s'est aperçu assez tardivement des inégalités qui régnaient dans sa propre société. Bon, en 2007, il avait par exemple augmenté les salaires d'un certain nombre de catégories de fonctionnaires. Il faut savoir qu'un fonctionnaire en Libye ne gagne que 120 € par mois, ce qui est relativement modeste par rapport à la manne pétrolière. Hein. C'est ce qu'il faut voir. Et les Libyens auraient peut-être voulu avoir les salaires qu'ont certains fonctionnaires à Dubaï ou dans d'autres pays arabes. Est-ce que les Africains, eux, ont des raisons de regretter Kadhafi aujourd'hui? Le regrettent-ils? Que regrettent-ils s'ils le regrettent? Voilà, ce qu'ils peuvent regretter, c'est cette vision de l'Union africaine, cette vision de l'Union africaine qu'il incarnait véritablement. Et si on laisse la question de l'Union africaine, il avait quand même aussi un leadership dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique, parce que quand il y avait un certain nombre de conflits, eh bien, on pouvait faire appel à son expertise, notamment dans l'orientation de telle ou telle autre décision. Et troisièmement, il y a aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir cette vision qu'il incarnait. Hein, que cette vision soit partagée par l'Occident, que ce soit pas partagé par l'Occident. Mais était-elle majoritairement partagée par les Africains eux-mêmes? Par les Africains eux-mêmes, oui. Pourquoi? Parce que la mort de Muammar Kadhafi, dans un certain nombre de pays, n'est pas passée inaperçue, parce que les Africains avaient voulu, enfin pour certains avaient voulu voir Muammar Kadhafi soit traduit en justice, mais qu'on laisse la vie de Muammar Kadhafi tranquille, parce que si on pouvait résoudre la violence par la violence, eh bien on retombe effectivement dans des travers de ce genre-là, avec le fondamentalisme, avec le djihadisme, etc. Et si j'avais un conseil par rapport à un ouvrage à faire, à compléter, c'est l'ouvrage Muammar Kadhafi, l'éternel incompris, puisque vous dites vous-même qu'effectivement il a redistribué. Alors, Madame l'a dit, avant-gardiste de son temps, avant-gardiste avant l'heure. Il a redistribué, mais alors était-ce suffisant par rapport, je veux dire, à la manne pétrolière qui engrangeait
quand même quelques Mais milliards. n'est-ce pas le propre de tous les pays finalement, quand on revient en Occident, est-ce que la répartition des richesses est telle que c'est suffisant? Justement, le décalage reste que ceux qui sont très riches le sont véritablement et ceux qui sont très pauvres le sont aussi véritablement. Si vous voulez, et l'écart demeure. Le problème, c'est pas bon. Il y avait des inégalités entre effectivement l'intelligentsia libyenne et puis le Libyen moyen. Bon, à l'heure d'Internet, à l'heure, bon, les Libyens ne restaient pas dupes. Hein. Ils voyaient qu'effectivement, ils ne percevaient pas équitablement, je veux dire, un salaire qui pouvait leur permettre de ne pas, de se sentir, d'avoir une égalité économique quelque part. Bon, en plus, il y avait beaucoup de chômage. Mais quand on prend ce que vous décrivez là, quand on prend le cas des États-Unis, c'est aussi vrai. Ce que vous décrivez là, c'est-à-dire que encore une fois, ceux qui sont très pauvres le sont véritablement. Oui, mais le système de santé, il a fallu Obama pour que les choses prennent une certaine forme. Donc, l'écart entre les riches et les pauvres et la répartition ou la non-répartition. Oui, mais là, on a affaire, je veux dire, à un système avec des lois qui sont votées. Bon, en ce qui est Libye, pire, n'est-ce pas pire d'ailleurs que des lois puissent être votées pour assoir un système mais qui bien soit sûr, si bon, ça, inégal. c'est après, il faut savoir le modifier, il faut savoir faire évoluer son système. Bon, Oui. en Libye, alors le problème, c'est qu'effectivement, la société libyenne était en train de bouger et elle réclamait des réformes. Elle réclamait une initiative privée dont elle avait été longtemps privée par Kadhafi en raison de la mise en place d'un système d'autogestion socialiste dont tout le monde est revenu, hein, en Algérie, en Union soviétique, etc. Donc, les Libyens réclamaient quand même une initiative privée qui tardait à venir. Alors, il y avait quelques petites réformes qui étaient faites, mais qui étaient très vite et qui étaient trop lentes à mettre en œuvre. Et il y avait aussi une liberté d'expression qui manquait. Quelle perspective aujourd'hui pour finir là-dessus? Pour finir là-dessus, enfin, l'Afrique, nonobstant qu'on n'ait pas de classe moyenne véritable, l'Afrique est aujourd'hui aussi en train d'évoluer. Et hélas, qu'on n'arrive pas, nous, vu d'ici, vu de l'Occident, à inscrire dans nos agendas, effectivement, cette évolution lente, mais sûre, qui va permettre, effectivement, d'asseoir une société qui soit respectueuse des libertés humaines, qui soit respectueuse aussi de l'homme dans la redistribution. On a aujourd'hui cette évolution-là qui permet d'être perçu en Occident toujours avec le prisme de ce retard. Il faudrait qu'on sorte aussi un peu qu'on fasse évoluer ce discours de l'Occident qui consiste à infantiliser cette Afrique et que l'Afrique, malgré tout, est en train d'évoluer. Il y a des pays qui ont mis en place des systèmes de santé. Alors, madame, monsieur, si vous êtes d'accord, je vais être obligée de rendre l'antenne et vous demander d'accepter que l'on termine dessus, mais vous êtes les bienvenus pour continuer cette discussion sur cet aspect-là ou d'autres encore. Je voudrais retenir ce que vous avez dit, comme vous étant parlé de la CPI, qu'on va citer un certain Laurent Gbagbo qui disait, comme on est pressé, on va aller lentement. À demain.